Bonjour chers compatriotes, ici toujours Sadio Barry, leader du parti BAG. Le 8 juillet prochain, le FNDC fait appel à une mobilisation du peuple en Guinée contre le régime dictatorial et putschiste d'Alpha Condé. J'aimerais dire ici aujourd'hui pourquoi se mobiliser massivement le 8 juillet pour dégager Alpha Condé et son équipe. Je voudrais vous avancer 5 raisons à cela. Là où on en est, chers compatriotes, je voudrais que chacun réfléchisse, qu'on ne pense pas ici à une question de Peul, de Malinké, de Soussou ou de Forestier. Pensons chacun très objectivement à la vie que nous menons aujourd'hui en Guinée, aux problèmes auxquels nos différentes familles sont confrontées et à ce que va devenir la Guinée les années prochaines. La première raison pourquoi on doit se mobiliser massivement le 8 juillet pour dégager Alpha Condé est la suivante. La gestion de la crise du corona. Tous les pays voisins, donc qui ont à peu près les mêmes niveaux de vie que nous, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, ont essayé directement d'apporter une assistance matérielle, alimentaire aux familles pauvres, à leur population. Ils ont assisté à leurs citoyens coincés à l'extérieur. Nous, chez nous en Guinée, avant la crise du corona, lorsque dans le passé, le prix de l'essence est monté sur le marché mondial, le gouvernement guinéen avait décidé de rompre, de briser sa propre promesse pour augmenter les prix des produits pétroliers sur le marché guinéen. Et donc, ce qui entraîne la cherté de tous les autres produits commerciaux. Ils ont promis que lorsque le prix va baisser, ils vont aussi baisser à leur tour le prix. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le prix du pétrole est descendu sur le marché mondial en dessous de ces 50%. Quand les syndicats ont demandé en Guinée au gouvernement de réaliser maintenant ce qu'il avait promis, de baisser aussi les prix en Guinée, ils ont refusé. Alpha Condé a refusé. Malgré la cherté de la vie qui frappe les Guinéens, le gouvernement guinéen a refusé de baisser le prix du carburant sur le marché, maintenant les Guinéens dans la précarité. Mais, vous savez, chers compatriotes, dans un article de presse et un communiqué d'une des compagnies minières qui exploitent actuellement les ressources minières guinéennes, je trouverai tout à l'heure le nom de la compagnie, pour l'année 2018, ils ont exporté quelque chose de 36 millions de tonnes de bauxite vers la Chine. C'est la compagnie SMB Mining. Vous comprenez? Dans leur propre communiqué, ces gens-là ont dit qu'au cours de l'année 2018, la production de SMB Mining s'est élevée à 36 millions de tonnes de bauxite en 2018. C'est le principal exportateur de mines guinéennes. Est-ce que depuis 2018 jusqu'à maintenant, la population guinéenne a constaté un changement quelconque, si ce n'est la dégradation de l'environnement, la destruction de nos cours d'eau, l'empoisonnement des fleuves et des rivières, la poussière? C'est ça seulement que nos populations récoltent de ces exploitations. Eh bien, mes chers compatriotes,
ce que beaucoup ne connaissent pas, le 29 mai 2020, je dis le 29 mai 2020, la Banque mondiale a accordé sous forme de dons une enveloppe de 70 millions de dollars américains au gouvernement guinéen par le canal de l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale qui gère la crise du corona en Guinée. Je vous cite ici ce que le Premier ministre Kassory Fofana a dit en réaction à la réception de ce don. Je cite, « C'est une très bonne nouvelle qui vient confirmer l'engagement de la Banque mondiale à accompagner la Guinée dans le déploiement de cette politique innovante », a réagi le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana à l'annonce de la nouvelle. Ce montant doit permettre à l'ANIS, c'est-à-dire l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale qui s'occupe de la crise du corona, qui gère la crise du corona en Guinée, le montant doit permettre à cette agence d'amplifier ses multiples actions dans le cadre de la lutte contre l'extrême pauvreté et en particulier dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19 en vue d'amortir les conséquences de la pandémie sur les populations vulnérables. C'est ce que les donateurs ont dit. L'argent a été donné pour que les autorités guinéennes utilisent cet argent directement pour soutenir, pour aider les populations pauvres. Le Sénégal a fait pareil en distribuant de l'argent à ses ménages. Le Sénégal a distribué de la nourriture à ses ménages. La Côte d'Ivoire a fait pareil. Le Mali a fait pareil. La Guinée ne l'a pas fait. Même l'argent que l'extérieur nous offre, même l'argent que les institutions internationales offrent à la population guinéenne, qui traverse une période très dure en ce moment, le gouvernement guinéen retient ces fonds. Ils ont fait comprendre que ces fonds, ils vont donner les 20 millions à la population, ils ont recensé un certain nombre de familles qui vont recevoir ça, mais qui connaît ceux qui ont reçu une aide quelconque de l'État guinéen? Au Sénégal, on ne comprend pas. Il y a des Guinéennes qui sont bloquées au Sénégal, des femmes guinéennes bloquées au Sénégal, parmi elles des femmes enceintes. Certaines qui ont accouché au Sénégal, bien que l'ambassade de la Guinée a été informée, ils n'ont pas apporté de l'aide à ces femmes guinéennes qui devraient accoucher à l'extérieur où elles sont coincées. Même l'aide à nos compatriotes en grossesse, l'État guinéen n'a pas voulu apporter, alors que la Banque mondiale lui a donné 70 millions pour les populations là. Au Sénégal, il a fallu que le président du Goa, M. Abdallah Chérif, qu'il en soit très remercié ici, il a fallu que M. Abdallah Chérif aille s'occuper du sort de ces femmes, payer les factures pour elles. L'ambassade de la Guinée est arrivée là-bas quand on lui a fait appel. Elle est venue pour se mettre en bagarre avec les autorités sanitaires du Sénégal parce que il ne voulait pas du tout payer la facture. C'est le Goa, c'est le président du Goa qui a pris les femmes là en charge. Les autorités guinéennes ont reçu des fonds de la Banque mondiale pour les populations guinéennes, pour aider les populations guinéennes. Tous les pays voisins l'ont fait. Le gouvernement guinéen ne l'a pas fait. Le gouvernement guinéen a continué à maintenir. On aurait pu au moins baisser le prix du carburant pour que les prix sur le marché ne grimpent pas à cette période-là, au moins pour soulager les Guinéens. Ils n'ont pas voulu le faire. Alors, voyons le deuxième point qui justifie que nous sortions le 8 juillet pour répondre massivement à l'appel du FNDC. Les conseils communaux, la nomination, le décret de Alpha Condé ordonnant au ministère de l'administration d'installer maintenant les conseils communaux dans le pays. Je vous rappelle, chers compatriotes, le 4 février 2018, les élections communales et communautaires ont eu lieu.
conformément au code électoral. Ces élections communales, le RPG n'a gagné qu'en Haute-Guinée. Le RPG a perdu le contrôle sur tout le reste du territoire guinéen. Comme ils n'ont pas gagné les élections, et comme on a besoin des conseils communaux pour organiser les élections législatives ou présidentielles, pour gagner ces élections, pour pouvoir tricher, pour pouvoir frauder, on a besoin des conseils communaux. C'est dans les quartiers, dans les communes qu'il faut faire organiser toutes ces mascarades-là. C'est pourquoi ils ont refusé d'installer les élus communaux qui vont être majoritairement de l'opposition. Ils ont refusé de les installer avant d'organiser les législatives. Parce que, en ne les installant pas, ce sont les conseils communaux qui ont été désignés, qui ont été nommés provisoirement par l'État, c'est eux qui vont continuer à gérer. Et donc, c'est eux qui ont organisé le scrutin, c'est-à-dire le double scrutin pour le référendum et pour les législatives que le RPG a coûte que coûte voulu imposer au peuple de Guinée. On connaît le résultat de cela. Et maintenant qu'ils ont changé, selon eux, les règles du jeu sur lesquelles on doit marcher, la République doit marcher, ils ont carrément, à leurs yeux, on a changé de République. Et à l'époque, l'opposition avait dit qu'on ne peut pas organiser une élection, conformément à la loi, on ne peut pas organiser une élection avant de clore celle qui avait déjà été organisée. Donc il fallait finir le processus pour les élections communautaires et communales en installant les conseillers communaux avant d'organiser les législatives. Qu'est-ce que les dirigeants guinéens ont répondu? La CENI d'abord, elle répond qu'elle ne connaît pas où se trouvent les documents. Elle ne connaît pas où se trouvent, les bulletins sont perdus, les résultats sont perdus, ils ne connaissent pas. Donc ils ne peuvent pas installer les conseillers communaux parce que les résultats ne sont pas connus. Et l'administration territoriale, pour Emma Condé aussi, n'a pas eu du tout honte de soutenir la même chose. Et aussi, lui aussi, il vient, l'administration du territoire vient s'arrêter, dire devant les Guinéens qu'ils n'ont pas les résultats. Donc tous les deux ont perdu les résultats. On ne connaît pas où se trouvent les résultats. Voilà, donc on ne peut pas installer les gens là. Et maintenant, avant-hier, le président de la République décide qu'on installe les conseils communaux parce qu'il se prépare à l'organisation de la présidentielle avec l'aide de ces mêmes conseils communaux maintenant. Il sait que l'opposition va continuer à exiger l'installation des conseillers communaux pour répondre à son appel de dialogue. Il parle de dialogue, il invite l'opposition à un dialogue national pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente pour organiser les élections inclusives en fin d'année. Maintenant, il demande au ministère de l'administration territoriale d'installer les conseils communaux. Mais ils veulent le faire selon les règles que eux, ils ont déjà personnellement et unilatéralement écrites. Donc, désormais, le ministère de l'administration va simplement nommer les gens qu'ils veulent. Est-ce que c'est sérieux ça, chers compatriotes? Que vous soyez du RPG, que vous soyez d'un autre parti, pour l'amour de Dieu, réfléchissons maintenant en être humain rationnel. Est-ce que ces gens-là sont sérieux? Est-ce que des gens comme ça ont l'intégrité morale, le critère minimal de moralité pour diriger une société, pour diriger un État? Ils se comportent comme une bande de voyous, des gens hors la loi, des gens qui marchent sur les lois, qui font ce qu'ils veulent. Ils organisent des élections parce qu'ils les ont perdues, ils refusent d'installer ceux qui ont été élus. 2 ans passent, il vient par décret ordonner à son ministre d'installer, de nommer des conseillers communaux. Après 2 ans, alors qu'il y a eu des élections dont ils ont refusé d'appliquer les résultats. Mon Dieu. Mes chers compatriotes, y a-t-il encore un Guinéen honnête, un Guinéen responsable, soucieux de l'avenir de la Guinée, qui peut dire que ces gens sont à soutenir, ces gens-là méritent confiance et respect?
Par ailleurs, mes chers compatriotes, écoutez, il y a un point essentiel à rappeler. Le tripatouillage continuel des textes guinéens par M. Alpha Condé et son équipe. En 2015, quand il a été question de promulguer la loi sur l'Institution nationale indépendante des droits humains, l'INDH, qu'est-ce qui s'est passé? La loi avait été votée avant. Elle existait. Mais comme celle qui a été votée rendait cette institution relativement indépendante, parce que de par son nom, c'est l'institution nationale indépendante. Elle devrait être indépendante pour garantir à la Guinée un état de droit. Et c'est cette institution qui a même des prérogatives de saisir la Cour constitutionnelle pour retirer un projet de loi ou pour bloquer une tentative du président d'instaurer certaines choses qui ne sont pas conformes à la Constitution. Alors, qu'est-ce que Alpha Condé a fait? Il a falsifié, il a changé les textes qui avaient déjà été adoptés par le Parlement. Il a changé les textes, il a enlevé dans les textes, dans ce projet de loi, que lui, il devrait promulguer. Il ne devrait simplement qu'à apposer maintenant la signature et prendre le décret pour la promulgation. Avant de le faire, il modifie les passages dans cette loi pour lui retirer son indépendance. Il promulgue une loi falsifiée sur l'INDH. Il a fait ça en 2015. Et quand il a fait ça, normalement, selon la constitution guinéenne, ça, quand un président de la République se rend compte du faux et usage du faux et abus de pouvoir, il s'est rendu coupable d'une haute trahison de la République, il doit être destitué. Il y a un responsable de l'UFR à l'époque, M. Bakary Goyo Zoumanigui, qui a publié le 2 janvier 2015. Il a publié une réaction dans laquelle il dit « La falsification de la loi par Alpha Condé est une haute trahison de la République et un test pour l'opposition guinéenne. » Un test pour l'opposition guinéenne. En effet, si l'opposition avait exigé à l'époque que Alpha Condé, à défaut de la mise en cause de Alpha pour sa démission, si l'opposition avait exigé, rien ne peut désormais marcher en Guinée. L'opposition organisée fait appel au peuple, bloque le fonctionnement même de l'État, organise une désobéissance civile jusqu'à ce que Alpha retire la falsification et qu'il revienne à la loi que l'Assemblée avait votée. Monsieur le Président allait mettre de l'eau dans son vin. Il allait, beaucoup de choses que nous avons subies ces derniers temps, on n'allait pas les subir. Mais l'opposition, elle a laissé faire. Elle a perdu ce test. Elle-même, elle dit que c'est un test pour elle, mais elle l'a perdu. Vous comprenez? Elle a perdu parce qu'elle a laissé faire. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Avec une nouvelle constitution que les Alpha ont voulu imposer au peuple de Guinée, dans la forme qu'ils ont présentée au peuple, bien que la constitution donnait tous les pouvoirs au président, ça lui permettait désormais d'agir en monarque en Guinée. Il y avait quand même quelques passages dans la constitution qu'eux ils ont écrites qui laissaient apparaître un peu la possibilité, c'est-à-dire le semblant d'un état de droit à la Guinée. Quand ils l'ont présenté, parce qu'à l'époque le monde entier avait les yeux sur eux, ils ont présenté un texte de loi qui faisait déjà de Alpha, qui lui donnait tous les pouvoirs, mais malgré ça, après le référendum, avant de promulguer le texte de loi en question, leur constitution en question, là aussi, il a modifié cette même constitution que eux-mêmes ils ont écrit, ils ont proposé aux Guinéens en référendum, ils l'ont encore falsifié avant de promulguer. Et, bon sang, quel genre de tract nous voulons chez nous? Quel genre de société nous voulons chez nous si nous soutenons ce genre de bande? Ce genre d'individus?
qui n'ont aucun sens du respect, qui n'ont aucun sens de l'État, qui n'ont aucun sens, c'est-à-dire qui n'ont aucun sens de la responsabilité. Si nous soutenons ce genre de personnes à la tête de notre pays, nous voulons quel pays, quelle Guinée nous voulons au sein de la CEDEAO? Regardez autour de nous. Nous voulons quel genre de société chez nous, s'il vous plaît. Voilà le troisième point. Pourquoi nous devons nous mobiliser massivement le 8 juillet pour dégager Alpha Condé? Le refus de ce gouvernement, c'est-à-dire le refus de ce régime de changer et d'évoluer. Il refuse de changer, il refuse d'évoluer. Regardez. Prenez, Alpha Condé a mis en place le nouveau gouvernement. C'est l'ancien gouvernement qui est intégralement reconduit. À part remplacer les quelques ministres qui sont morts, donc il fallait trouver un peu de place pour faire entrer de deux nouvelles personnes peut-être. C'est l'ancien gouvernement qui a échoué sur tous les plans. C'est les mêmes qu'ils ont reconduits et tout le monde sait que nous sommes en crise. Depuis 2 ans, nous sommes en crise. Rien ne marche en Guinée. Il a reconduit la même équipe, c'est-à-dire c'est la stagnation ou bien l'évolution toujours dans la crise. C'est ça. Il est incapable de nous offrir de nouveau. Alpha ne peut plus nous offrir quoi que ce soit de nouveau. Mes chers compatriotes, vous voulez subir cet homme-là 5 ans de plus? 5 ans de plus, on serait déjà à quel niveau en profondeur sous la terre? Il nous a fait déjà tomber trop bas. On est en train de creuser en ce moment avec lui. Il reconduit la même équipe. C'est-à-dire, nous continuons constamment dans la régression. Vous voyez? Vous comprenez? Mais réveillez-vous, chers compatriotes. Prenons conscience du gouffre dans lequel ce monsieur, qui n'a aucune compétence, qui n'a même pas la bonne volonté, c'est-à-dire qu'il soit médiocre, c'est une chose, mais il n'a même pas la bonne volonté de nous sortir de cette crise. Il n'en a pas la bonne volonté. Il reconduit les mêmes qui ont créé la crise. Vous voyez? En même temps, avant-hier, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils décident que les médias guinéens ne doivent plus publier les communiqués ou les spots publicitaires du FNDC. C'est-à-dire, désormais, ils se donnent le droit de mettre fin à la liberté d'expression, à la liberté d'information en Guinée. Mais c'est quelle régression qu'on est en train de faire? Vous comprenez? Si nous continuons avec ce régime-là, ils sont dans des difficultés. Ils veulent convaincre le monde entier qu'ils ont fait une nouvelle constitution pour améliorer les choses en Guinée. Mais vous voyez, ils sont en train de démonter tous les droits civiques, tous les droits que la constitution de 2010 nous accordait et que eux-mêmes, ils faisaient semblant de nous accorder dans leur nouvelle constitution. Ils sont en train de tout démonter. Ils sont en train de nous ramener dans les années 70, dans les années 60-70. Mais alors, vous laissez les gens là 5 ans. Quelle sera l'évolution en Guinée? Honnêtement parlant, quelle sera l'évolution que nous connaîtrons en Guinée? Vous voyez? Le 4e point. Pourquoi nous devons nous mobiliser massivement le 8 juillet pour dégager Alpha Condé? Pour dégager cette bande du pouvoir en Guinée. Prenons l'affaire de la CENI. Nous venons d'entendre hier, la CENI a fixé la nouvelle date de l'élection présidentielle de 2020. D'abord, on ne sait pas la crise du corona va s'arrêter quand. Donc, les raisons pour lesquelles ils ont pris les mesures de confinement, ces raisons pour le moment, jusqu'à nouvel ordre, n'ont pas disparu. Mais ils ont fixé quand même la date de l'élection présidentielle de 2020. Le 18 octobre. Ça rappelle un peu, c'est à peu près à la même période qu'on a organisé la présidentielle de 2015, le 17 octobre. Vous voyez, c'est depuis la France qu'Alpha avait décidé que c'est le 17 octobre qu'il y aura
l'élection présidentielle. La CENI ne savait pas. Ce n'est pas la CENI qui est censée être indépendante qui avait fixé la date, c'est Alpha. Cette fois-ci, Alpha, il a décidé de modifier, c'est-à-dire de nommer quelqu'un à la place de Kébé sans respecter la règle. Et après, la CENI nous sort le 18 octobre, comme la date pour la prochaine. D'abord, je rappelle une chose. Avant l'organisation des législatives et du référendum, c'était d'abord les législatives seulement qui étaient prévues. C'est en cours de chemin, à quelques semaines de la tenue de l'élection, que Alpha Condé a décidé de faire passer le référendum. Quand la question a été posée, même le président de la CENI, qui était en complicité avec Alpha Condé, M. Salif Kébé, il a dit qu'il ne savait pas ça. Il n'était pas informé. Ils avaient préparé, lui, il a dit qu'ils ont déjà fini de se préparer sur le terrain. Les législatives vont se passer dans les conditions normales. Paf, le président de la République informe, signe un décret que à la même date, le référendum sera tenu. Le président de la CENI a dit qu'il n'était pas informé de ça. Il n'était pas informé de ça. C'est ce que le président de la CENI avait dit. Alors, vu la position qu'avait prise l'opposition avant la fixation de la date, vu qu'il y avait eu beaucoup de problèmes au sein de cette CENI, beaucoup de commissaires avaient décidé de se retirer, l'opposition disait que pour elle n'accepte plus la CENI, elle recuse Salif Kébé et son équipe, il fallait recomposer une nouvelle CENI qui peut être neutre. La mouvance a laissé entendre, bon, ça, on peut quand même le faire après les législatives, sinon les législatives vont retarder. Après les législatives, on peut changer la CENI. Et même Salif Kébé, nous avons fait la publication à l'époque, quand Salif Kébé essayait de convaincre ses amis, il leur a dit que le président a promis de les nommer tous dans le gouvernement s'ils organisaient les législatives et le référendum à la date que le pouvoir veut. Ils vont tous quitter la CENI, ils vont aller parce que la CENI allait être dissoute après le double scrutin. Donc eux, de toutes les façons, ils vont tous quitter la CENI parce qu'on doit recomposer la CENI. Même Salif Kébé l'avait dit. Mais non. Qu'est-ce qui s'est passé? Le fait de nous imposer le référendum, cela a pu passer. Qu'est-ce que nous avons vécu? Il n'était plus question de dissoudre la CENI parce que maintenant ils se sentent forts. Ils pensent qu'ils peuvent maintenant faire ce qu'ils veulent. Vous comprenez? Ils n'ont plus besoin de faire attention à quoi que ce soit. Ils n'ont plus besoin d'un compromis. Ils n'ont plus besoin de respecter quoi que ce soit. Alors, ils ont décidé, se croyant trop puissants, d'abord ils nous imposent des lois sur lesquelles eux-mêmes ils crachent. Ils se croient trop puissants. Maintenant, ils décident ce qu'ils veulent et quand ils le veulent. Ils n'ont plus aucun sens de la mesure. Vous voyez, mes chers compatriotes, ainsi, ils ont décidé de mettre une CENI en place, qui est encore aujourd'hui beaucoup plus sous leur contrôle que celle d'avant. Ils fixent la date des élections, sans parler du fichier électoral, alors que tout le monde sait, on ne peut pas aller à une nouvelle élection sans un nouvel enrôlement pour constituer un fichier électoral crédible, acceptable de tous. Sans cela, une nouvelle élection en Guinée ne peut mener qu'à un conflit dont Dieu seul sait la finalité sera quoi. 5e point. Pourquoi le 8 juillet, nous devons nous mobiliser massivement, pas pour défiler, faire un carnaval de rue comme on a l'habitude de le faire, mais pour exiger le départ d'Alpha Condé. Mes chers compatriotes, nous avons vu il y a 2 semaines au Mali, quand le peuple a décidé de marcher, exiger le départ du président, il n'y a pas eu un seul mort. La mobilisation a été à la dimension de celle du FNDC en Guinée, mais il n'y a pas eu un seul mort. La police ne s'est pas attaquée aux manifestants. L'armée n'a pas tiré. Parce que personne, il n'y a pas eu une équipe à laquelle on a donné des ordres et des armes pour aller tuer des manifestants. On n'a pas organisé, le pouvoir ne l'a pas organisé. C'est pourquoi ça n'a pas été fait. Chaque fois
qu'il y a des policiers qui tirent sur des manifestants, qu'il y a des bérets rouges qui tirent sur des manifestants, des gendarmes qui tirent sur des manifestants, c'est organisé par le régime, c'est organisé par le parti au pouvoir, sinon ça ne va jamais arriver. La preuve, si c'est à Sigiri, si c'est à Kang, si c'est en Haute-Guinée, ils ne tirent pas sur les gens. Parce que le pouvoir ne le planifie pas, le pouvoir ne l'ordonne pas. C'est eux qui envoient des tueurs pour faire peur, s'aimer la terreur, dissuader les gens de sortir à nouveau. C'est eux qui le font. Alors, le cas de Mali nous a donné un enseignement dont nous devons prendre bonne note. Le président du syndicat de la police, il est venu rejoindre une assemblée des organisateurs de la manifestation au Mali. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé aux manifestants, il les a priés de protéger les familles des policiers dans les quartiers, de ne pas attaquer les familles des policiers dans les quartiers parce que les policiers ont décidé, pour le bien-être du peuple et de leur propre famille, de ne pas s'attaquer aux manifestants. Il a dit clairement, car eux, c'est-à-dire les dirigeants restent chez eux, leurs familles sont protégées, nous, ils nous envoient attaquer la population, or la population aussi se venge directement sur nos familles. Et donc, cette fois-ci, nous donnons les garanties que nous n'allons pas nous attaquer à la population, aux manifestants, et nous prions les manifestants aussi de ne pas attaquer nos familles. C'est ce que la police a dit au Mali. Mais alors, c'est très simple. Les Guinéens, inspirez-vous de cela. Les policiers, ils osent aller vous bastonner, tirer sur vous, parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien à redouter en retour. Ils n'ont rien à redouter. C'est pourquoi ils se permettent de le faire. S'ils savent que les manifestants ne les laisseront pas, les manifestants leur feront payer la facture. Ils vont réfléchir avant d'engager certaines répressions contre des populations civiles. Le Mali nous a donné l'exemple. Et hier vendredi 19 juin 2020, qu'est-ce qui s'est passé quand l'opposition a décidé d'organiser la nouvelle manifestation au Mali? La CEDEAO est intervenue, a demandé à l'opposition de surseoir à cette manifestation pour qu'on essaie de négocier. Ils ont dit non, 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 nous, on ne va pas renoncer à la manifestation. Vous pouvez faire vos négociations. Ce que nous, on a demandé à IBK, il ne l'a pas fait, donc nous n'avons aucune raison d'arrêter nos manifestations. Ils ont manifesté malgré tout. Eh bien, que les Guinéens aussi apprennent. Quand la communauté internationale intervient, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous dit, bon, vous laissez tomber, soyez calme, et donc nous, on va intervenir. Si vous le suivez, si vous suivez cela, vous allez ramener le calme, donner le temps au pouvoir de mettre en application ces manœuvres pour vous diviser et pour gagner du temps sur vous. Toujours, dans une crise de tension, quand il y a une crise sociale, quand il y a tension, l'accalmie, le repos, ça joue toujours en faveur des tenants du pouvoir. Sachez-le. Et cette fois-ci, soyons comme les Sénégalais, soyons comme les Maliens. La communauté internationale, il est de son devoir de faire appel au calme, de demander aux deux parties de laisser tomber tout ce qui peut aggraver la tension. Mais non, quand on manifeste contre un régime de paria, quand on manifeste contre l'injustice, ça c'est ce qui se doit. On est dans le droit constitutionnel. Vous ne faites rien d'illégal. Et donc vous n'avez aucune raison d'arrêter. C'est ceux qui sont dans l'illégalité. Ceux qui sont dans l'arbitraire, c'est à eux d'arrêter pour que vous aussi vous arrêtez. Et quand le pouvoir dit qu'il interdit tout rassemblement à cette date, j'aimerais dire au FNDC et au peuple de Guinée, hey, comme Saint Augustin l'a dit, à une loi injuste, à un ordre injuste, nul n'est tenu d'obéir. Dans le combat pour la justice, la désobéissance civile est moralement acceptable et stratégiquement nécessaire. Si on veut changer notre situation, si on veut faire entendre et faire valoir nos droits, il nous le faut. Notre adversaire ici, en réalité, il n'existe pas. Parce qu'il n'est qu'une voix discordante qui conteste la vérité
et qui bafouent la légalité. Nous avons la force de loi, nous avons la force de la morale, nous avons le soutien de la communauté internationale parce que le droit est de notre côté. Et pour le moment, nous devons comprendre une chose. Ce régime-là, c'est ce qu'il y a de pire, de plus mauvais, de plus médiocre, de plus bandit et de plus dangereux comme système d'État dans le monde d'aujourd'hui. Si nous n'arrivons pas à capitaliser tous les atouts que nous avons aujourd'hui pour mettre Alpha Condé hors d'état de nuire, eh bien, nous avons un avenir encore très sombre, très sombre devant nous. Je vous remercie.